Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez cool je pense, à savoir partir étudier à l'étranger. Donc j'en ai fait deux dans ma vie, j'en ai fait un en Angleterre et un aux États-Unis. Mais j'avais fait un petit sondage sur Instagram et vous aviez décidé que je parle des USA, donc c'est parti. Alors je vais faire plusieurs vidéos puisque ça va être sinon hyper long, puisque les démarches, je pense que vous le savez, sont longues et j'ai pas envie de vous perdre. La première sera sur les procédures d'inscription, tout ce qu'il faut savoir, toutes les démarches. La deuxième sera consacrée entièrement au visa J1, donc J1, le visa pour étudiants. Donc je vais vraiment faire une vidéo que pour ça puisque c'est vraiment hyper complexe. Troisième vidéo sera sur les aides financières, donc les bourses, etc. et les dépenses que j'ai fait à l'étranger. Et la dernière vidéo sera sur les cours, sur la présentation de la fac, sur tout ce qu'on a fait là-bas, enfin vraiment le clou du spectacle on va dire. Voilà, je vais aussi évidemment écrire un article, un très long article bien détaillé avec les liens pour le visa, etc. Je vais essayer de faire un truc bien parce que voilà, moi je suis partie il y a 2 ans et il y a 2 ans j'étais en galère totale à cette période-là. C'est hyper compliqué, voilà, il y a plein d'appellations différentes, il y a plein de trucs à faire. Des fois on s'y perd clairement. Donc je suis partie 6 mois aux États-Unis en partenariat avec mon université en France. Donc j'étais à l'université de Clermont-Ferrand et donc j'avais un partenariat avec plusieurs facs dans le monde entier. Donc je vais vous dire un peu lesquels on avait, mais ça, sachez que ça dépend de toutes les facs, donc je ne connais pas évidemment toutes les facs. Renseignez-vous bien au service relations internationales de votre école, votre fac, etc. Donc moi je suis partie de août à décembre 2018, donc il y a à peu près 2 ans. Dans cette vidéo je vais vous retracer toute la procédure d'inscription qui dure quand même 1 an et ainsi que toutes les correspondances entre l'université d'accueil à l'étranger et votre université en France. Les mobilités d'études sont attribuées en fonction de votre fac et en fonction de votre département, donc ça dépendra de tout le monde. Certaines facs autorisent des départs en L2, en L3, en M1, M2, ça dépend vraiment. Des fois c'est pour 1 semestre, des fois c'est pour 2 semestres, donc c'est vraiment propre à chaque département. Donc moi j'étais en master accompagnement culturel et touristique des territoires à l'université Clermont-Auvergne, dans la faculté de lettres, langues et sciences humaines, et donc on pouvait partir au premier semestre de M2 parce que donc en M1 on avait cours donc le premier semestre, après on avait cours le deuxième semestre, après on avait un stage à faire. Ensuite donc en M2 j'ai pu partir un semestre à l'étranger et le deuxième semestre de M2 je devais faire un stage. Donc j'ai une de mes copines qui est partie 2 semestres en Angleterre. Donc parce qu'elle a fait la demande spécifique, elle a fait 2 semestres à l'étranger en Angleterre et ensuite elle a pu faire le stage pendant l'été. Dès que je suis arrivée en M1 à Clermont-Ferrand, je me suis renseignée pour avoir des infos sur les mobilités à l'étranger puisque j'adore partir à l'étranger. Surtout que j'ai fait une licence de langue et un master tourisme, donc c'était quand même un peu un lien je trouve de bien parler la langue et de visiter un pays. Donc je me suis renseignée, la première réunion donc était en novembre 2017. Donc voilà, si vous voulez partir à l'étranger, renseignez-vous au moins 1 an à l'avance. Renseignez-vous le plus tôt possible, dès que vous voulez faire ça, renseignez-vous. Parce que les démarches peuvent être très longues et du coup si vous loupez le coche, c'est mort. En novembre on a eu une petite réunion, donc avec la présentation de plusieurs pays. Aux USA il y en avait 2, il y avait Oklahoma et le Kansas. Donc pour vous dire, dans ma classe, donc moi je suis partie au Kansas, une copine à moi est partie avec moi au Kansas. J'ai 2 copines qui sont parties en Angleterre à Salford et une copine qui est partie en Argentine, à Morón. Pendant la réunion des mobilités à l'étranger, nos profs nous ont dit le nombre de places qu'il y avait pour chaque université. Il faut savoir qu'il y a des places limitées, c'est pas toute la classe qui peut y aller, c'est vraiment, il y a quand même une sélection. Par exemple pour Oklahoma il y avait 6 places, pour le Kansas il y avait 6 places, pour l'Argentine il n'y avait qu'une seule place, pour l'Angleterre il y avait 4 places. Après il y avait aussi l'Irlande par exemple où il y avait 3 places, il y avait Alicante donc en Espagne où il y avait 5 places aussi. Donc voilà, en novembre on a eu la réunion, en janvier on devait faire nos lettres de motivation en français et notre CV à envoyer à notre prof coordinatrice et responsable des mobilités à l'étranger. Donc nous c'était notre prof d'anglais. On devait faire 3 choix. Donc moi j'avais fait Oklahoma, Kansas et il me semble que j'avais fait l'Irlande, Sligo. Donc ensuite, toujours en janvier, on avait eu une petite réunion avec notre prof d'anglais et le responsable des Master 2 pour voir nos motivations, pourquoi on voulait partir, est-ce qu'on avait le niveau pour partir, est-ce qu'on pouvait partir. Certaines universités demandent des tests d'anglais comme le TOEIC ou le TOEFL. Alors il faut savoir que
Oklahoma Université demandait le TOEIC et demandait un score de 850. Du coup moi j'ai passé mon TOEIC puisque je voulais aller à Oklahoma et j'ai eu 735, donc c'était insuffisant. J'ai passé mon TOEIC en février, sauf que j'ai eu les résultats qu'en mars puisqu'il y avait eu les vacances scolaires entre les deux. Et il faut savoir que quand vous passez votre TOEIC avec la fac, c'est eux qui reçoivent les résultats et ensuite ils vous les envoient. Sauf que nous il y avait eu les vacances scolaires de février et du coup j'avais eu les résultats en mars. Et après du coup j'ai eu mes résultats, j'ai pas eu un score suffisant et après c'était trop tard en fait, il fallait que je fasse un choix, soit je partais pas, soit je partais au Kansas, mon deuxième choix. Donc j'ai décidé de partir au Kansas évidemment. Le Kansas ne demandait aucun test d'anglais, ni le TOEIC, ni le TOEFL, rien du tout. Donc en fait c'était le top parce qu'au final j'ai quand même pu partir aux États-Unis et sans avoir de test à faire. Une petite anecdote, donc je suis partie il y a 4 ans en Erasmus en Angleterre, donc avec ma fac du Mans. Je voulais partir aux États-Unis à la base, sauf que il fallait le TOEFL et le TOEFL il coûte 200 et quelques euros, donc c'était hyper cher, j'avais pas forcément l'argent pour le faire, j'avais pas le niveau surtout aussi, donc j'avais laissé tomber, j'étais partie en Angleterre. Mais donc là à Clermont, ils demandaient pas de test, donc c'était vraiment cool. Des fois je trouve que c'est un peu frustrant parce que on se dit qu'on n'a pas le niveau et qu'on veut justement progresser dans la langue, mais il nous faut d'abord un test d'anglais pour pouvoir intégrer une université. Et du coup, des fois ça peut démotiver un peu, mais sachez qu'il y a des universités américaines qui ne demandent pas de test, donc c'est cool. En février-mars, notre dossier est sélectionné, on a une lettre de nomination, donc à ce moment-là on sait si on part ou on part pas. Souvent il se réfère à nos notes de langue, à nos notes en général, notre comportement, notre investissement dans les cours, notre maturité aussi. Puisque voilà, c'est quand même un semestre où vous allez être loin de vos proches, loin de tout le monde, vous allez parler une autre langue, être dans un pays différent. Donc ils veulent limiter les échecs au maximum, donc c'est pour ça qu'ils font une sélection quand même avant. L'université française envoie la demande à l'université étrangère. Donc à ce moment-là, on doit remplir une fiche de candidature avec nos informations personnelles, etc. Plein de choses. Le service Relations Internationales ouvre une plateforme de mobilité internationale pour pouvoir donc mettre la fiche de candidature dessus et donc demander à partir. Vers le mois d'avril, on a reçu les premiers mails de l'université étrangère. Donc là on est hyper content évidemment puisque c'est les premiers mails qu'on reçoit. Là on se dit vraiment qu'on va partir. Donc le premier mail qu'on reçoit de l'université étrangère venait de la personne coordinatrice qui allait être notre référente durant tout le semestre. Donc c'est à elle qu'on allait s'adresser pour tout le papier administratif, pour toutes les choses un peu reloues, on va pas se mentir. Donc j'ai listé la liste de choses qu'il fallait envoyer à l'université. Donc pour un seul semestre, il fallait qu'on ait 9 000 $ sous notre compte bancaire. Et pour une année, il fallait 18 000. Donc moi je partais un semestre, il me fallait 9 000 $. Donc là c'est une partie qui est un peu délicate puisque c'est encore un peu une sélection. Donc si vous n'avez pas 9 000 $ sur votre compte, ce qui est totalement logique puisque on est étudiant, sachez que vous pouvez avoir un garant, donc vos parents, n'importe qui. Dans ce cas là c'est un peu le même système que quand on loue un appartement. Voilà, ils demandent un garant pour être sûr qu'on ait les fonds nécessaires au cas où on a un problème médical ou quoi que ce soit. Du coup vous pouvez faire une déclaration sur le site donc, de l'université étrangère qui atteste que la personne, donc votre garant, vous couvrira les frais et pourra vous aider financièrement en cas de problème. Donc voilà, il vous faut donc une lettre de votre banque qui atteste donc que vous avez bien 9 000 $ sur votre compte. Je vous laisserai aller voir ma vidéo sur les petites galères que j'ai eues, parce que ça en a fait partie. Donc je vais faire une vidéo sur un peu les galères que j'ai eues. C'est pas du tout pour vous démotiver, c'est juste pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes choses que moi et pour vous aider justement à pas faire les mêmes choses. Quand on y repense, on en rigole évidemment, sur le moment on rigole pas du tout, mais toutes les galères que j'ai eues ont bien fini, donc rassurez-vous. Donc il faudra un relevé de compte attestant que vous avez bien 9 000 $ sur votre compte, et il faudra traduire ce petit bulletin. Il fallait juste qu'il me fasse une lettre comme quoi j'avais bien assez sur mon compte pour pouvoir partir. Il a finalement réussi à me le faire, alléluia, donc voilà, c'était bon. Ensuite, il vous faudra justifier quelques papiers médicaux, donc comme les vaccins, puisque voilà, aux États-Unis les frais médicaux sont extrêmement chers. On en reparlera dans une vidéo. Il y a des vaccins qui sont pas forcément obligatoires en France, mais qui le sont aux États-Unis. Donc renseignez-vous avant. Il fallait en plus que je traduise mon carnet de santé, qui est illisible clairement, parce que le médecin il écrit mal, hein, on sait tous ça. Donc je devais traduire mes vaccins, je comprenais rien du tout ce que j'avais. Ensuite, il voulait mes bulletins scolaires de licence traduits aussi, évidemment, avec donc toutes mes matières, toutes les notes que j'avais eues. Il voulait une lettre de recommandation
Donc la lettre de recommandation, en fait, c'est votre prof coordinatrice qui l'a fait, donc nous c'est notre prof d'anglais, et en fait elle atteste de votre niveau de langue, de votre niveau en général, si vous avez des bonnes notes. Elle atteste aussi que vous pouvez suivre les cours sans trop de difficultés et qu'on a aussi le niveau de maturité suffisant à représenter l'université française à l'étranger. Et certaines personnes m'ont demandé s'il fallait un niveau de langue élevé. Pas forcément élevé, mais je dois dire quand même qu'il faut avoir un certain niveau, c'est-à-dire comprendre très bien, parler assez bien quand même, vous débrouiller mais avec un niveau quand même assez avancé on va dire. Et donc la dernière chose qu'il fallait envoyer c'était mon passeport, voilà ça va de soi. Il faut un passeport valide évidemment, s'il périme dans les 6 mois c'est mort, et s'il périme dans les 6 mois après votre retour c'est aussi mort. Donc il faut vraiment un passeport qui soit valide pendant au moins 3-4 ans. En même temps on reçoit nos codes d'accès à la plateforme de la fac étrangère. Et donc là c'est le moment de choisir nos cours. Donc au moment où on choisit nos cours, donc il faut qu'on remplisse les quotas ECTS. Donc j'avais eu une petite question sur Instagram, comment se passe la validation de ECTS. Donc pour valider une année entière, vous devez valider 60 crédits ECTS, donc 30 par semestre. Et aux États-Unis, il en faut que 12. Donc les crédits ECTS, qu'est-ce que c'est? En fait, donc ça signifie déjà European Credit Transfer System, je crois. En fait, c'est pour permettre de faciliter la reconnaissance académique des études à l'étranger, puisque donc vous allez faire des matières à l'étranger qui correspondront à des matières en France, mais ça n'aura pas le même contenu. Du coup, en fait, ils ont créé ce système-là pour avoir le même système de coefficients. Parce que voilà, vous avez des matières en France qui ont des coefficients. Si c'est une grosse matière, vous aurez un gros coefficient. Si c'est une petite matière, vous aurez un petit coefficient. Donc c'est un peu pareil pour les crédits ECTS. Du coup voilà, les matières qui avaient un crédit par exemple à 3, c'était des grosses matières, donc des matières où il faut quand même beaucoup travailler, qui ont beaucoup de coefficients, beaucoup de travail, etc. Et par contre quand il y a juste un crédit ECTS, bah là c'est que c'est une petite matière qui n'a pas beaucoup de coefficients. Donc nous sur la plateforme de la fac américaine, on devait choisir des cours qui avaient donc plus ou moins des coefs différents, pour arriver à un total de plus ou moins 10 à 12. Donc certaines matières étaient dispensées uniquement au spring semester, uniquement au semestre du printemps, donc en gros de janvier à juin, et d'autres matières qui étaient uniquement dispensées au fall semester, donc à l'automne, donc c'était mon semestre, donc il fallait que je choisisse des cours qui étaient évidemment dispensés pendant mon semestre, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc moi, les cours que j'ai choisis, donc le premier c'était Introduction to Outdoor Recreation qui avait 3 crédits, donc c'était une grosse matière. Le deuxième qui était Introduction to Wines, donc ça c'était un cours de vin, c'était trop bien, sur l'œnologie. Donc lui il avait que 1 crédit, donc c'était quand même une petite matière. Ensuite j'avais pris Geography of Kansas, donc qui avait 3 crédits. Ensuite le dernier cours j'avais pris Introduction to Natural Resources qui avait 3 crédits aussi. Donc vous faites le total, il y avait 10 crédits. À partir de ce moment-là, on a dû signer ce qu'on appelle le Learning Agreement. C'est donc le contrat pédagogique entre l'université française et l'université américaine. Sur ce document, on devait donc écrire nos matières, les coefficients, donc les crédits ECTS, les renseignements personnels, etc. Les coordonnées de la prof coordinatrice, aussi marquer tous les cours qu'on aurait eu en France si on était resté. Donc nous, on avait trouvé ça sur le site de la fac, il me semble. Il y avait tout le détail en fait avec tous les cours et les coefficients aussi qu'il fallait mettre. Ce contrat ensuite devait être signé par moi-même, par ma prof coordinatrice donc en France et la personne coordinatrice aux États-Unis. Donc 3 signatures hyper importantes. Ce contrat je devais le garder puisque comme je vous l'ai dit, les cours peuvent changer une fois sur place. Donc il y a une partie avant la mobilité, donc là où vous remplissez avant, et une partie pendant la mobilité où là ce sera vraiment vos cours que vous aurez validés et qui seront définitifs. Donc là pour vous situer un peu en termes de temps, on était à peu près au mois de mai. Après le choix des cours, donc on s'est occupé de l'assurance santé évidemment, que je vous détaillerai dans une vidéo spécialisée puisque c'est important de savoir pas mal de choses là-dessus. Et je me suis aussi déclarée sur le site de Ariane. Donc le site Ariane vous permet d'être alerté en cas de crise dans le pays pour informer le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que l'on n'est plus en France mais aux États-Unis pendant 5 mois. Ça permet aussi aux autorités de contacter la personne que vous aurez désignée donc en vous inscrivant sur la plateforme en cas de problème et de vous alerter aussi vous-même. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Donc c'est pas obligatoire de se mettre là-dessus mais c'est quand même recommandé. Donc après au mois de juin on s'est occupé du visa. Donc pareil je vous ferai une vidéo détaillée
du visa puisque c'est une autre paire de manches. Ça clairement j'ai eu du mal à refaire tout le déroulé puisque c'est assez long etc. Mais j'ai réussi, donc je vous ferai une vidéo dessus, donc dans le petit i en haut si vous voulez la voir. Après on s'est occupé des vols évidemment. On s'est aussi occupé du logement. Donc le logement aux États-Unis, je pense que c'est mieux d'en avoir un avec la fac puisque aux États-Unis c'est des baux de 1 an et on peut pas le casser en fait, c'est 1 an ou rien. Du coup nous on restait pas 1 an donc on voulait pas faire ça. Donc on a été sur le site de notre université qui avait donc une partie housing, donc pour les appartements. Donc on pouvait louer soit un appartement de 3 ou 4 personnes ou être dans des dortoirs. Donc c'était des sortes de petites chambres de 2 avec des lits superposés, le bureau en dessous. Sauf que c'était plus cher parce qu'on n'avait pas de cuisine et du coup il fallait qu'on paye la cantine. Du coup ça revenait à hyper cher et nous on voulait pas forcément manger tous les jours à la cantine, donc on voulait avoir un appartement un peu à nous. Donc on a fait une demande de logement, donc pour 3, sauf qu'il n'y en avait plus. Donc on a fait une demande de logement non meublé. Grosse erreur, mais clairement ça je sais pas pourquoi on a fait ça, c'était n'importe quoi, puisqu'en gros on serait arrivé là-bas, on n'aurait même pas eu de lit, donc bon, je sais pas trop comment on aurait fait. Par chance on a eu un mail genre 3 semaines après d'une personne qui s'occupait des logements et qui nous avait dit qu'il restait un appartement de libre pour 3 personnes meublé, donc clairement c'était trop bien. Donc on a fait notre demande sur le site de la fac. Donc on avait dû payer 430 $ de caution. Je vous détaillerai tout ce qu'on avait dans l'appartement dans ma vidéo finale où je parle de tous les cours, de toute la fac, etc. Donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner pour voir ça. Tout ce que j'ai à dire c'est que l'appartement était quand même hyper grand et on avait beaucoup d'espace donc c'était cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la procédure d'inscription. La prochaine vidéo concernera le visa puisque voilà c'est quand même la base pour aller aux États-Unis. C'est assez compliqué etc. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo assez détaillée. J'espère que ça vous aidera et que vous pourrez avoir plein d'infos là-dessus, que vous serez un peu moins stressé parce que voilà, je connais cette situation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes vidéos qui vont arriver petit à petit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà c'est myvoyage8, puisque je vais vous dire à chaque fois quand est-ce qu'une vidéo sort. Et je vous dirai aussi quand est-ce que mon article sur mon blog sortira. Je sais pas si je suis hyper claire dans mes vidéos, du coup quand c'est écrit au moins c'est sûr que c'est clair, vous pouvez avoir le temps de bien tout lire etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, j'espère que ça vous a aidé, bye.